Tout à l'heure, on a parlé de bouquins, hein, je vous rappelle, pour Laure Belot, je vous ai dit c'était important de lire, les bouquins sont importants, et puis on va parler de bouquins, et on va, sur la dernière séquence de ce Summer Festival, je suis un peu triste parce qu'on va un peu se quitter, en fait on s'est dit, on va parler pendant 2 jours de numérique, on va leur farcir la tête, parce que c'était quand même assez dense, il va falloir qu'à un moment, on se dise que la déconnexion, c'est pas que de la déconnexion des élites, c'est la déconnexion tout court. Est-ce qu'on est capable de faire un peu de digital detox? Est-ce qu'à un moment donné, on est capable, pour terminer ce Summer Festival, de dire aux gens ça va, le numérique c'est bien, on en entend parler, mais il faut aussi parfois de temps en temps savoir décrocher. Alors moi je voudrais juste vous lire 4e de couverture d'un bouquin. On parlait d'échecs ce matin, hein, c'était à peu près dans la même veine. Je n'ai aucune idée du moment où ça m'a rattrapé. Je me souviens d'une grande lassitude, de larmes qui coulent comme par inadvertance, puis de nuits trempées de sueur, de douleurs au dos, au ventre, du cœur qui s'emballe. Un matin, j'ai été incapable de me lever. La dépression m'a cloué au lit. Je ne voulais voir personne. J'avais peur de tout. Je ne me supportais plus, hanté par mon passé, par l'histoire de mes parents. L'hyperconnexion a joué un rôle dans ma dépression. Branché en permanence sur le web, j'ai absorbé comme une éponge l'antisémitisme et la violence de l'époque. J'ai payé le prix fort. Un jour pourtant, ça a été mieux. J'écris ce livre pour cette phrase, pour que la lectrice inconnue, le lecteur perdu au fond de sa nuit, sache que ça arrive. On va mieux, pas moins mal, mieux. Ce livre a été écrit par un journaliste que vous connaissez tous, qui s'appelle Guy Birenbaum. Il nous fait l'honneur, le plaisir de clôturer ce Summer Festival, pas pour nous dire arrêtez de vous connecter, mais juste pour nous donner 2 ou 3 petits conseils pour se connecter sereinement. Alors, c'est un garçon adorable, je suis très heureux qu'il soit parmi nous. Je l'appelle. Guy, est-ce que tu peux nous rejoindre? J'aurais bien aimé qu'il vienne avec son chien Jedi. Malheureusement, le Jedi n'est pas parmi nous. On se contentera de Guy. Comment? Bah oui, oui. Bonjour, c'était vachement bien écrit le livre que tu as lu là. Ouais, en plus c'est vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc, absolument. On va faire un petit jeu pour commencer. Merci Thierry pour cette oui. introduction. Qui ici n'a pas de smartphone? 1, 2, 3. Exceptionnel. Ouais. Bon. Alors les autres, bien sûr, vous avez tous éteint vos smartphones, ils sont en position avion. Bien sûr. Ils sont en silencieux, mais si vous les avez mis en silencieux, c'est parce que vous attendez des messages très importants, forcément. Non, en fait, je sais qu'ils sont tous allumés parce que vous attendez des tweets, des statuts Facebook, des mails. Vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde. En ce moment, c'est absolument normal. Puis c'est mon métier, je ne vais pas vous le reprocher. Vous voulez savoir ce qui se passe ici sur le hashtag NWXSF2016. Pas trop compliqué comme hashtag. Hein. Vous avez des alertes... C'est justement pour que personne ne retweete. Je l'ai fait. Vous avez des alertes Google sur votre nom, peut-être. Moi, j'en avais. Hein. Vous vous demandez surtout si votre dernière photo postée, là, que vous avez prise... comme moi, des péniches qui passent, a été likée sur Instagram. Combien de fois elle a été likée? Par qui? Je vous comprends. Je vous demande ça parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un gars, vous avez compris que c'était moi, qui était comme ça. Vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'au réveil, avant de faire pipi, je m'asseyais à mon bureau pour regarder tous mes messages sur tous les réseaux et tous les supports, messages que j'avais reçus pendant la nuit. Vous, il est où votre téléphone quand vous dormez, au fait? Qui le met sous son oreiller? Ouais. Quelle bande de menteurs. Sur la table de nuit? Ah voilà, c'est bien. Vous savez qu'il faut mettre le night shift quand même pour avoir la lumière jaune à la place de la lumière bleue. Vous lisez vos messages, vous, avant de faire pipi le matin? Menteur. Alors, tout ça, c'est trop. Et j'ai payé un prix assez cher pour savoir que c'était trop. Alors en fait, si je retrace un peu cette histoire, je vais vous raconter ce que c'était que ma journée 2013-2014. Réveil 4h30, sauter sur mes messages de la nuit, répondre à tous ceux qui m'ont parlé, parce qu'il y a plein de gens qui me parlent, trop de gens qui me suivent, c'est de ma faute. Je préparais ma chronique radio pour Europe 1, je prenais ma douche, vous avez vu l'ordre, hein. Je partais à la radio, je finissais d'écrire ma chronique, parce que c'est des choses qui se font à chaud le matin. Je faisais la chronique en direct, je repartais, je sautais dans ma voiture pour repartir en courant. Des SMS dans la bagnole, oui, c'est pas bien. Des tweets avec les gens que je venais de quitter de la radio.
Là, j'accompagnais mes 3 filles à l'école. Alors en fait, j'avais mon oreillette pour écouter la radio que je venais de quitter dans l'oreille gauche, le téléphone dans la main droite pour faire des tweets, des trucs, des machins. Je descendais mon escalier en colimaçon, je traversais la rue, je ne sais pas comment j'allais à l'école, comme un espèce de zombie, et je ne sais pas si mes filles ou ma femme m'ont parlé durant ces mois ou ces années, je n'en sais rien. À ce moment-là, je retournais à la maison, parce que j'écrivais sur un site internet qui s'appelle le Huffington Post. Il fallait que je trouve tous les jours, c'était une contrainte que je m'étais imposée, un sujet de polémique pour taper sur tout ce qui bougeait. Et puis j'attendais les premières réactions, parce que vous savez, les réactions, les neurochirurgiens l'ont montré, ça produit de la dopamine. Quand vous avez des likes, vous recevez des petites décharges de dopamine et vous êtes tout content, c'est très très bon. C'est comme quand on fait du footing, des endorphines, c'est un petit peu la même chose. Et puis après, je partais courir justement, 7 km tous les jours, pendant 7 ans, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Voilà. Puis je revenais. Alors après, je revenais, je regardais les commentaires. Je commençais à préparer l'émission de radio du soir qui s'appelait à l'époque Des clics et des claques. Je cherchais le sujet de chronique du lendemain matin. Je bloguais, je tweetais, Facebook, Instagram, vas-y, etc. Manque de bol, il n'y avait pas Periscope et Facebook Live, c'est dommage, parce que ça me manquait. J'arrivais à la radio à 17h. J'écrivais donc avec mon camarade Abiker ou avec mes autres camarades l'émission du soir. Émission en direct, hop, 21h, tu sautes dans la voiture, tu lis tes messages, tu continues en conduisant, des fois tu te fais arrêter. Dîner, forcément, tu rentres, il est 10h moins le quart, tout le monde a mangé, tu te mets devant ton écran parce que sinon c'est un peu dommage, puis tu continues à discuter avec les gens qui t'ont écouté, et puis voilà, et puis tu te couches. Réveil 4h30, et puis c'est reparti, réveil en sueur, bon, et c'est reparti, 5 jours sur 7, des saisons entières comme ça. Je travaillais trop. Alors mon patron de l'époque, Fabien Lamias, saison 2013-2014, m'a dit arrête ta chronique le matin, c'est pas contre toi, mais bon, c'est jamais contre nous. Le cerveau n'a pas compris cet arrêt. Et donc j'ai continué à me réveiller à 4h30 du matin, mais j'ai perdu un truc très important qui est l'adrénaline du direct. Quand on est en face d'un micro en direct, là par exemple, on a de l'adrénaline. Moi j'ai de l'adrénaline parce que je suis en face de vous en direct. On ressent, on a des réactions chimiques. Alors j'ai couru plus vite, plus loin, plus longtemps pour récupérer des endorphines. Et puis sur le web, je me suis mis à taper encore plus fort sur tout ce qui bougeait parce que vraiment, en plus c'était des années, le mariage pour tous, la manif pour tous, la montée d'une certaine façon, le début du terrorisme puisque Mohamed Merah, c'est pendant la campagne présidentielle. J'étais à la recherche de l'adrénaline perdue, comme disait Marcel Proust. Alors j'en étais là, c'est le début de l'hiver 2014. Je me suis mis à avoir mal ici, là, très précisément ici, mais presque j'ai encore mal quand j'y touche. Côté droit. Mal ici aussi, du même côté. Quand je vous dis très très mal, c'était que quand je rentrais de la radio, je devais me mettre des bouillottes. Voilà, des bouillottes devant, bouillottes derrière, rien d'autre. Je disais à ma femme, bouillotte par SMS, je lui disais. Vous voyez, le niveau de contact. Mon cœur s'est emballé, j'ai un cœur de sportif, je me suis mis à faire de l'arythmie. Et je transpirais des litres de flotte toutes les nuits. Comme si j'avais fait le footing et que je m'étais recouché, ou que j'avais pris une douche. J'ai pensé que j'avais une saloperie, j'ai commencé à faire des examens médicaux en cascade, de l'électrocardiogramme aux prises de sang sophistiquées en passant par la coloscopie, mais oui. Une dernière prise de sang n'a rien montré. Et là, une généraliste formidable, heureusement, m'a dit « Écoutez, je vais vous expliquer un truc. Vous n'avez rien là, ça va pas très bien. Je vous arrête. » Et elle me lâche ce mot à la mode, burn-out. On est en mars 2014, précisément. C'est le 28 mars 2014. J'ai baissé la tête. En fait, j'attendais que ça, j'attendais que quelqu'un me dise « stop ». Et elle a eu cette phrase que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendue, « il faudrait aller voir quelqu'un pour parler ». Bon, moi, ça ne me disait pas grand-chose, mais bon. Alors, tout le monde ici aime les lasagnes, forcément. Vous savez comment c'est fait, les lasagnes? De la pâte, il y a de la sauce, il y a de la viande, il y a de la tomate, il y a du gratin, et puis de la pâte, et la dépression, c'est comme une lasagne, en fait. Alors, ce n'est pas le psychiatre, psychanalyste qui m'a expliqué cette histoire de couches et de couches empilées.
C'est à force de discuter avec des gens, de recevoir des messages après la parution du bouquin et les quelques conférences que j'ai faites ou des interviews que j'ai données, je me suis rendu compte que c'était la meilleure description de ce que j'avais vécu. Cette espèce d'empilement de couches, les unes, des strates, les unes par-dessus les autres. C'est le psychiatre en même temps qui m'a fait craquer au bout d'un quart d'heure. Il a compris, lui, au bout d'un quart d'heure, que trop d'infos, trop de tweets, trop de blogs, trop de photos, trop de Facebook, trop de courses à pied, trop d'arrogance, trop de prétention, trop d'ego, trop de brutalité générale, que ce trop, ce n'était pas un burn-out, autrement nommé syndrome d'épuisement professionnel. C'était vraiment la marque d'une longue dépression qui venait de très loin et dont ça n'était que des manifestations. J'en faisais trop de tout, comme je vous l'ai dit, parce que je fuyais. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on peut fuir dans la vie ? Tout le monde a quelque chose ou des choses à fuir. J'entendais quelqu'un qui disait qu'il n'avait rien à cacher, j'étais content pour vous, mais je ne vous ai pas cru du tout. Et si vous voulez, si vous n'avez vraiment rien à cacher, je vous propose, on boit un café tous les deux après, vous allez me filer votre portable et je vais vous montrer. Je suis sûr que je vais trouver des trucs. Je dis ça sans agressivité, mais faites attention. Non. Tout le monde, vous avez un jardin secret. Vous avez des choses dont vous n'avez pas envie qu'on parle. C'est normal, on est tous pareils. Donc moi, pour comprendre ce qui m'était arrivé, ce qui m'arrivait en temps réel, il a fallu que je m'écroule complètement. Un matin, et je vous jure que c'est vrai, je pipote pas, j'ai pas réussi à me lever. Je ne peux pas me lever. Donc je suis en arrêt de travail et je ne peux pas me lever. Je suis même obligé, je le raconte dans le livre, de faire une espèce de roulade et je touche par terre comme ça et hop, je remets le pied, je vous jure, j'arrive pas à me lever. Et j'ai peur du bruit du volet de ma voisine. Quand les voitures commencent à rouler, j'ai peur du bruit des bagnoles. Quand je suis à 70 km chez moi, les goélands, j'ai peur. J'ai peur d'un goéland. Alors ça chie partout, d'accord, mais enfin, de quoi avoir peur. Un mois quasiment, complètement enfermé, sans bouger, juste sortant pour aller voir le psychiatre 2-3 fois par semaine. Pas de lecture, ne parlant qu'à ma femme quand je pouvais et à mes filles parce qu'il fallait les protéger de ce papa. Elles avaient connu Rambo, c'était Sim, en gros. J'avais tout coupé, Internet, plus rien. J'avais laissé un message super malin sur Twitter. J'ai dit, je prends la pause, je reviendrai quand vous irez mieux. tu vois le gars qui se la raconte pas du tout, quoi. Vous pouvez chercher, vous le retrouverez dans mes archives. Donc mes copains m'appelaient tous les jours, je ne répondais pas au téléphone, pas aux messages, à rien. Coupure absolument totale. En fait, je m'étais perdu sur le web. Je m'étais perdu dans cet infini que tout le monde connaît ici. Et les faux liens, links, les faux liens du web m'avaient petit à petit, année après année, parce que ce n'est pas une histoire de 2 mois, de 3 mois, c'est des années. Moi, j'ai commencé, je ne suis pas de la première génération des blogueurs, mais j'ai quand même commencé en 2005. Donc je blogue depuis, j'ai 11 ans derrière moi de pratique et de discussion avec des inconnus. Donc ces faux liens m'avaient coupé des vrais liens humains. Alors le psychiatre m'a fait parler. Et il m'a fait parler et il m'a fait raconter l'histoire de mes parents. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça vient foutre là, dans un truc sur l'hyperconnexion ? Il m'a fait raconter la guerre. Il m'a fait raconter la rafle du Vélodrome d'hiver en juillet 1942. Ma mère, 14 ans, cachée pendant 2 ans dans 6 mètres carrés avec tout le reste de la famille, sauvée mais par un miracle absolument incroyable qui ne devrait pas exister. Et puis mon père, qui ne connaît pas encore ma mère, qui lui a 16 ans, qui est un résistant, un héros. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les FTP-MOI, donc c'est les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée, l'affiche rouge, Manouchian, ces gens qui étaient tous étrangers, beaucoup de communistes, beaucoup de juifs, et qui se sont battus pour défendre ce sol. Alors là, on est un peu trop haut, là, mais enfin, ce pays qui est le mien, comme celui des autres. Et mon père, ce résistant, mon père, ce héros, comme dirait l'autre, il avait un nom de guerre, vous savez, un blaze, un pseudo. Son pseudo, c'est Guy. Alors quand j'ai dit ça au psy, évidemment, le psy ne peut pas éclater de rire, hein. Surtout avec un mec qui chiale en face, ça ne se fait pas. Mais en même temps, j'ai vu soudainement dans ses yeux qu'il commençait à comprendre un certain nombre de choses, la maman cachée, la famille cachée,
le nom du père. Bon. Et où est le lien avec Internet ? Eh ben, c'est que c'est du web, de ces putains de tuyaux, des internets, qu'ont jailli la peur et l'angoisse que je fuyais. Pourquoi ? Des insultes, de la violence, du racisme, pas sur moi, sur plein de gens, tout autour, de l'homophobie. Je rappelle le contexte, hein, je m'écroule, on est 2013-2014. De l'antisémitisme. C'est sur le web qu'on m'a traité de juif. Jamais personne ne m'a traité de juif. J'ai 54 ans, ouais, je suis enfant. Jamais personne ne m'a traité de juif. Ni à mon travail, ni au boulot, ni dans la rue, ni à l'école quand j'étais petit. Jamais personne m'a dit le juif Birenbaum. Ça, c'est sur Internet. C'est en vidéo sur le web que j'ai découvert le 26 janvier 2014 des gens dans Paris, la vidéo existe, vous pouvez la trouver, qui disaient « Juif, la France n'est pas à toi ». Truc que je me suis empressé de propager, de commenter, parce que moi je suis en béton, je ne ressens rien, je suis plus fort que vous tous réunis, ça ne me fait rien. Ouais. Youpin crétin, c'est un joli message que j'ai reçu aussi. Le même jour, mon copain David Abiker, lui, l'a reçu à un camp de concentration Lego. Auschwitz en Lego. Il y a des geeks qui sont très très forts. Alors j'ai pensé, vraiment, avec une arrogance et une espèce de folie, que cette violence, ça ne me touchait pas. Je disais toujours, c'était ma phrase, je suis en Kevlar, je suis en téflon. Vas-y, tape, 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 je sens rien. Les gens me disaient, fais gaffe quand même, arrête de te mettre en avant, arrête de répondre, arrête d'écrire des papiers là-dessus. Non, j'ai continué. Donc, j'insiste bien parce que c'est vraiment central. Le web, les réseaux sociaux n'ont en aucun cas provoqué ma maladie. Il n'y a pas de dépression numérique. Ça, c'est pour les journalistes. La dépression 2.0, ça n'existe pas. Ça, c'est un raccourci. C'est un marronnier, c'est ce qu'ont essayé d'écrire des gens qui ont lu mon bouquin. Il y avait un papier dans Le Monde, alors évidemment je ne vais pas pleurer parce que j'ai 4 pages dans le magazine du Monde, ouais, je frime encore. En même temps, le titre, le naufragé de Twitter, what the fuck, quoi. Naufragé de Twitter, viens chez moi, tu vas voir si je suis naufragé de Twitter. Non mais c'est inepte. Bon. En revanche, le web, les réseaux sociaux ont démultiplié ma peur. Vous voyez bien comment ça marche. Je n'ai pas eu une dépression parce que je passais trop de temps sur le web. C'est l'hyperconnexion qui est un symptôme de la dépression. Ça marche dans ce sens-là. Et ceux qui vous expliquent « Fais attention, reste pas connecté, tu vas faire Birenbaum, pareil, tu vas tomber », c'est de la connerie. Ça n'est pas ça du tout. Et quand j'entends parler de détox digital, j'ai envie de sortir mon revolver, sauf que maintenant je suis très gentil, donc je ne sors plus de revolver. Alors c'est une brioche, tout à l'heure les lasagnes, c'est une brioche qui m'a sauvé la vie, je ne peux pas dire ça autrement. Une énorme brioche au raisin, c'était place Victor Hugo, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, et tout d'un coup, donc j'étais naze total, je vois la brioche, et je bouffe rien, je mangeais du Milka violet, et des bananes et des boudoirs. J'arrivais à rien manger d'autre, j'avais perdu beaucoup de poids, j'arrivais pas. Et là, je vois la brioche et je dis, il me faut cette brioche. Je rentre, j'achète la brioche. Alors, je suis en thérapie et surtout, je prends un médicament. Je suis suivi, j'ai commencé un traitement depuis à ce moment-là environ 1 mois. C'est à peu près le temps qu'il faut le dire, pour que le traitement fasse effet. La brioche, je la prends, je la dévore aux 3/4, c'était une grosse. Là, j'envoie un SMS à mon copain David qui me laisse des messages depuis des semaines, qui appelle ma femme, qui fait tout ce qu'il doit faire. Et je lui dis, si t'as pas trop peur, peut-être on peut se voir. Donc tout de suite, évidemment, il saute sur l'occasion. Et là, il tombe, on se retrouve, il tombe sur moi. Donc je ne m'étais pas rasé depuis 1 mois et demi. Là, je ne suis pas très bien rasé, mais enfin, je n'étais vraiment pas rasé. J'avais pas coupé mes cheveux depuis des mois. Il a eu cette phrase extraordinaire après qu'il a écrite dans le livre, parce que je lui ai demandé de raconter Il a dit, tu étais flou. J'étais flou, mais j'étais en train de repartir. Le lendemain, c'était le 1er mai. J'ai 3 copains qui avaient réussi, après des semaines d'efforts, à m'envoyer des messages, à me forcer à déjeuner avec eux. Des vrais copains, des gens vraiment bien. Et en fait, le moteur, parce qu'on a un moteur par là, il était reparti. Alors j'ai eu de la chance. D'abord ma femme, qui,
Je ne sais pas comment elle a fait. Je pense que je serais incapable de faire un dixième ou un millième de ce qu'elle a fait pour moi pendant cette période. Le psychiatre, psychanalyste en même temps, un vieux de la vieille, un type extraordinaire qui m'a aidé à remonter aux sources dans l'estomac de cette anxiété, de cette angoisse, et de bien comprendre que Internet n'était qu'un vecteur, mais pas du tout la cause de mes emmerdes. Le médicament, j'ai pas peur de le dire, je le prends encore, hein, beaucoup moins qu'à l'époque, mais ça s'arrête doucement, puisque c'est pas si loin, c'était il y a 2 ans. Mes amis qui m'ont jamais lâché, notamment celui qui m'a fait venir avec lui à France Info, Laurent Guigné, alors que j'étais naze total. Hein. Il a pris un mec par terre, il lui a dit tu vas venir, et puis tu vas te mettre en face du micro, et puis tu vas te mettre en face des hommes politiques à l'heure la plus écoutée. La confiance. Vous voyez ce moment où quelqu'un vous tend la main, quoi. Mais seul, je ne serais jamais sorti de ce trou. Et je le dis pour ceux qui, autour d'eux, ont forcément des copains qui ne vont pas bien, même s'ils vous envoient chier, même s'ils ne vous rappellent pas, même s'ils ne répondent pas à vos SMS, continuez. Ne lâchez jamais l'affaire. Et ne dites jamais « bouge-toi » ou « bouge pas ». On ne peut pas se bouger. Hein. Quand on ne peut pas se bouger, on ne peut pas se bouger. Alors, jusque-là, j'étais assez triste et négatif. Mais je voudrais quand même vous donner quelques trucs pour finir, pour éviter autant que faire se peut, même si vous êtes moins exposé pour la plupart que ce que j'ai pu vivre, puisque vous n'écrivez pas tous les jours, vous n'êtes pas au micro tous les jours, voilà, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Alors ces trucs, sachez que je me les impose encore tous les jours, parce que je suis hyper vigilant, parce que je suis faible en fait. Et on est tous très faibles en vérité. Et je ne veux pas retomber dans ces mâchoires de l'hyperconnexion et du trop. Alors premier truc fondamental, et là je vous demande vraiment, essayez de le faire. J'ai retiré toutes les notifications de ce putain de smartphone. Toutes. Je ne sais pas quand un mail arrive. Je ne sais pas quand un statut Facebook arrive. Je suis toujours partout, hein, je suis sur tous les réseaux, je suis pas. Mais la seule raison pour laquelle mon téléphone, qui est resté là-bas, à côté d'Arnaud, pourrait sonner, c'est si on m'appelle, coup de téléphone normal, ou un SMS de quelqu'un à qui je dois répondre. Pour le reste, il n'y a plus rien. 0 notification. Pensez-y. Personne n'est fait pour recevoir la nouvelle d'un attentat en temps réel. Personne. Et même si je suis journaliste sur une chaîne d'info, et que parfois je suis en retard sur l'info, eh ben ça me va très bien. Deuxième truc, le week-end, pas d'écran avant 13h. Never. C'est simple, ça coûte pas cher. Je pense que vous êtes tous capables de le faire. Troisième truc, alors là, le summum de la ringardise va être atteint. Je lis des livres. Je lis du papier. Vous savez pourquoi ? Le temps. Prenez votre temps. Je racontais sur France Info cette semaine l'histoire d'un lycée francophone d'Ankara qui a, depuis 15 ans, imposé 15 minutes de lecture à tout le lycée, le personnel administratif et les étudiants, depuis 15 ans. 15 minutes de lecture obligatoire par jour d'un livre. Je dis ça, je dis rien. Quatrième truc, tu en parlais Thierry. En septembre 2014, j'ai rencontré le Jedi. Jedi, berger australien, 30 kilos, beaucoup de poils. Tous les jours, Jedi me promène. Oui, c'est dans ce sens-là que ça se passe. 1 heure, 1 heure et demie dans la forêt, tous les jours, ou à la plage quand je suis à côté. Je ne prends pas mes lunettes, je vois rien sans lunettes. Ah, où êtes-vous ? Il n'y a personne. Donc, c'est pas la peine de m'appeler, c'est pas la peine de m'envoyer des messages. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie, coupé de tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un chien, faites ce que vous voulez. Mais je pense que ce chien fait partie des choses qui m'ont sauvé la vie. En tout cas, ce qu'il a généré. 5e truc, les buzz, les clashs, les vidéos, les trucs qui cliquent, qui claquent, les sujets dont tout le monde parle. Moi, j'ai fui tout ça. Voilà, je ne sais pas. Je crois que il y a des choses, je ne les ai jamais vues, je ne les verrai jamais, et ça va très très bien. Quand bien même je sois, encore une fois, dans la principale chaîne d'infos, la plus vieille marque d'infos française. 6e truc, j'ai dû faire
des choix financiers. J'ai divisé ce que je gagnais par 2, forcément, parce que je fais plus le con, j'écris plus les trucs, je réponds plus aux sollicitations, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. C'est un choix de vie. Je préfère gagner moins et aller mieux que de recommencer cette espèce de litanie permanente. Bon, ça, il faut pouvoir. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, même si c'est parfois un tout petit peu compliqué. Parce que j'ai compris, et ce sera la fin de ce talk déjà trop long, que le temps réel, l'instantanéité sont mes ennemis, à moi, à mon cerveau. Moi, je ne sais pas vous, comment vous êtes fait, moi je sais que c'est les miens. Ce sont mes ennemis. Je ne peux pas supporter la marche forcée. Je ne peux pas supporter d'avoir cette alarme qui me dit « Ah, il y a Charlie, tous les mecs sont morts. » Je ne peux pas, voilà, c'est pas possible. Donc je me protège comme des sujets et des objets qui m'ont cramé. Alors je suis redevenu le maître du temps, le maître de mon temps, mais, comme le disait Thierry, je ne suis pas déconnecté. Je ne crois pas à cette déconnexion qui ne signifiait rien. Je ne crois pas à ses vertus. Je me suis juste reconnecté à la vie, à ma vie. C'est tout. Et vous pouvez tous le faire. Voilà, c'est fini. Merci Guy. Merci pour tout ce que tu as dit. Vous savez, je ne sais pas vous, moi j'ai pas envie de lui poser de questions. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il vient de faire un truc extraordinaire, il vient de me dispenser de conclure le festival. Tout simplement, en disant une chose qui est très simple. Le thème de ce Summer Festival, c'était la contre-culture. En quoi la contre-culture qui amène le numérique change nos existences ? Ce que vient de dire Guy Birenbaum aujourd'hui, c'est que la contre-culture, en fait, c'est pas la technologie, c'est nous. C'est à nous d'être une contre-culture. C'est à nous, à un moment donné, de nous dire nous sommes maîtres de notre destin, cette technologie nous donne de nouveaux usages, utilisons-la correctement, de manière sensée, et utilisons-la avant toute chose comme des êtres humains. J'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment, à être avec vous pour ce Summer Festival. Guy, vraiment, on est très très heureux que tu sois venu, parce que comme tu l'as dit, tu réponds à pas beaucoup de sollicitations. Donc on est encore plus touchés, parce qu'on trouvait que c'était intéressant justement que ce ne soit pas de la digital detox. On ne peut pas aller contre le progrès, on ne peut pas le refuser non plus, même dans le Larzac. Je ne sais plus qui a dit ça aujourd'hui. Pour autant, moi je voudrais terminer sur des mots qui me sont chers. C'est un poète anglais qui s'appelle Chesterton, un contemporain d'Henry James, qui disait « Quand on rentre dans une église, on enlève son chapeau, mais pas sa tête. » J'espère que ce festival vous aura permis d'enlever votre chapeau et de garder votre tête. Tu dis ça parce que tu veux que je mette le bob. Voilà, il a tout compris. Merci beaucoup, merci vraiment.